Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire « Je démissionne pour changer de vie » qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle qui se déroule tout au long de cette semaine. Alors, comme je vous l'indiquais, vous êtes sur le webinaire « Je démissionne pour changer de vie » avec des petits questionnements qu'on a mis pour illustrer. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter un premier niveau d'information, vous expliquer dans les grandes lignes comment fonctionne le dispositif, et puis vous expliquer en quoi consiste le conseil en évolution professionnelle qui sera un outil pour vous accompagner sur toutes ces thématiques. Alors, en introduction, pour que tout se passe au mieux, comme je vous disais, merci de couper vos caméras et de couper vos micros. Vous avez la possibilité de faire ça chacun individuellement. Sinon, j'essaierai de couper vos micros au fur et à mesure, mais je vous avoue que ce ne sera pas très pratique. Donc, de manière à ce que la qualité soit meilleure, et puis vous pourrez bien sûr poser vos questions via le chat. Donc, vous avez la possibilité d'afficher la conversation, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et Guillaume Girard, notre responsable qualité, pourra nous les relayer, et puis nous y répondrons en fin de webinaire. Donc voilà, donc merci à tous. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas encore coupé leur micro. S'il vous plaît, si vous pouvez faire le nécessaire, ça sera super. Alors, pour repositionner le contexte, cette semaine de l'évolution professionnelle a été co-organisée par le réseau des CIBC et l'APEC, qui sont tous deux opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour les salariés du privé et les indépendants. Nous avions le souhait de pouvoir communiquer autour de la thématique évolution professionnelle au sens large. Donc, tout au long de la semaine, vous avez la possibilité de participer à jusqu'à 60 webinaires thématiques, totalement en digital et gratuit, bien sûr, avec certaines thématiques qui seront plutôt à destination des entreprises et d'autres qui seront plutôt à destination des usagers et des bénéficiaires que vous êtes. Donc aujourd'hui, on est sur la démission. Il y a des webinaires qui vont porter sur la création d'entreprise, sur l'accompagnement un petit peu aux démarches pour changer de métier, sur les financements de formation, etc. Donc toutes les régions qui se sont engagées dans cette semaine vont co-animer à tour de rôle les mêmes webinaires de manière à ce que vous ayez tous les mêmes infos et que vous puissiez vous connecter à un maximum de webinaires en fonction de vos disponibilités. Je pense que pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui, vous êtes passé par le site semaine-évolution-professionnelle.fr. Donc, n'hésitez pas à y retourner pour consulter la programmation. À titre d'information, Pascal Perret et moi-même, demain, nous animons un atelier sur la formation et sur les financements de formation. Donc, pour vous dire un peu qui nous sommes aujourd'hui, nous sommes 3 intervenants, donc je laisserai mes compères se présenter. Donc moi, je suis Alice Denmanivon, je suis manager de groupement pour le conseil en évolution professionnelle que je vous présenterai en fin de webinaire en Nouvelle-Aquitaine. Donc nous sommes tous les 3 de la Nouvelle-Aquitaine, mais le support que nous allons vous présenter, c'est le même support qui est présenté sur tous les webinaires par nos collègues des autres régions. Isabelle Barsac, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc je suis Isabelle Barsac, je suis directrice métier à la direction régionale de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Et Pascal. Bonjour, Pascal Peyret, référent de parcours, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Transition Pro, c'est vrai que c'est une entité qui n'est pas encore tout à fait connue, mais si je dis que c'est les anciens FONGECI, je pense que beaucoup se rappelleront de nous. Et nous sommes en charge donc d'apprécier ce fameux caractère réel et sérieux du projet de reconversion dans le cadre du dispositif démissionnaire. Donc, c'est à ce titre que j'interviens dans ce webinaire. Bonjour à tous. On va vous en dire plus dans le déroulé. Donc, merci en tout cas à Isabelle et Pascal de participer à ce webinaire. C'est une chance que nous avons de pouvoir vous présenter ce dispositif avec tous les acteurs finalement qui vont à un moment donné intervenir dans ce dispositif. Hop. Alors, on va démarrer en introduction avec un peu quelques éléments généraux sur ce dispositif démissionnaire. On va repartir d'une situation qui est celle de la fin d'un contrat de travail.
je quitte mon emploi et donc derrière, est-ce que j'ai droit à une allocation chômage? Jusqu'ici, l'allocation chômage était bien prévue dans le cadre de fin de contrat de travail involontaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle involontaire? On a toute la gamme des licenciements. On a deux grandes catégories de licenciements, les licenciements pour motif économique ou motif personnel. Depuis plusieurs années maintenant, nous avons également la rupture conventionnelle, qui est une rupture du contrat de travail d'un commun accord et qui ouvre droit, elle aussi, à l'assurance chômage. Et puis, on avait la démission alors classique, c'est-à-dire je quitte mon emploi de ma propre volonté. Et hors certaines exceptions, jusqu'ici, la démission classique, elle n'ouvrait pas droit à la possibilité d'être indemnisée par le régime d'assurance chômage. Avec ce nouveau dispositif donc, qui a été mis en place par la loi du 5 septembre 2018 et qui s'applique depuis le 1er novembre de l'année dernière, il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier de l'assurance chômage tout en ayant quand même démissionné. Donc, on va voir, il y a certaines conditions à remplir, donc ça ne se fait pas, je dirais, sur un coup de tête. Mais les autres possibilités de quitter son emploi existent. Donc, attention à ne pas non plus penser que la démission, maintenant, va résoudre toutes les difficultés. Donc, on va voir maintenant les conditions qui s'appliquent sur ce dispositif démissionnaire. Donc, il y a plusieurs conditions d'éligibilité. D'ores et déjà, si vous êtes intéressé par le thème, vous avez pu aller sur un site qui s'appelle démission-reconversion.gouv.fr, voilà, qui redonne un peu toute l'architecture du dispositif. Donc, ce sont des conditions pour pouvoir, suite à votre démission, être indemnisé par le régime d'assurance chômage. La première condition, c'est être en poste en CDI. Je peux avoir envie de quitter mon emploi avant le terme si c'est un CDD. Dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans le cadre du dispositif. Si je suis en mission d'intérim et que ma mission d'intérim prend fin, là, il n'y a pas de souci. En me rapprochant de Pôle emploi, je pourrais être indemnisée puisqu'une fin de mission d'intérim, c'est bien une perte d'emploi involontaire. Donc, la première condition, c'est je suis en poste en CDI. Ça peut être à temps plein ou ça peut être à temps partiel. La deuxième condition, je vais passer à la ligne 3, puis je reviendrai ensuite aux autres lignes. La deuxième condition, c'est qu'il faut que j'ai dans les 5 ans une activité continue dans les 5 dernières années. Ça peut être chez un ou plusieurs employeurs. Et qu'est-ce qu'on appelle 5 ans d'activité? C'est 1300 jours de travail dans les 5 dernières années. Donc, en gros, j'ai travaillé sans interruption les 5 dernières années. Alors, vous avez pu avoir plusieurs employeurs, vous avez pu avoir des contrats qui se sont terminés un vendredi et un autre contrat qui a repris le lundi. Si vous vous posez des questions sur le site, toujours ce site démission-reconversion.gouv.fr, vous pourrez effectuer une demande d'attestation. C'est Pôle emploi qui la traitera. Pôle emploi vous adressera une attestation en vous disant oui, vous avez ces 5 années d'activité continue ou non, vous ne les avez pas. Ensuite, on va rentrer sur des conditions qui sont de l'ordre de votre projet personnel. L'indemnisation chômage dans ce nouveau dispositif, elle est attribuée pour aider les personnes à la réalisation d'un projet de reconversion ou de reprise ou de création d'entreprise. Donc, on va voir comment vous êtes accompagné, mais donc, du coup, au moment de la démission, vous avez ce projet de créer, de reprendre une entreprise ou de vous former pour exercer un nouveau métier. Et bien sûr, vous n'avez pas démarré ce projet, puisque sinon, on va dire que si vous avez démarré ce projet au cours de votre emploi, vous n'aviez pas forcément besoin de l'indemnisation chômage. Donc, il y a un ordre un peu à respecter dans les étapes. Ça commence par la vérification de ces conditions d'éligibilité avant de démissionner. Donc, surtout, première alerte, on ne commence pas par démissionner avant de se poser la question de remplir ou non toutes ces conditions. Tout ça est bien à apprécier avant de prendre la décision de démissionner. Démissionner d'un emploi en CDI, ça reste une décision lourde à laquelle il faut bien penser. Et il faut également
réfléchir dans son propre intérêt, c'est-à-dire ne pas se laisser influencer par un employeur ou un collègue qui pourrait vous dire « Ah, mais maintenant, tu peux démissionner, tu vas être indemnisé ». Non, réfléchissez à votre situation, prenez les bons renseignements, comme vous le faites ce matin, pour prendre la décision qui est dans votre intérêt. Parfait, merci Isabelle. Je prends le relais. Donc, pour rappel, le cadrage du dispositif, il y a un petit écho, désolé. Donc, comme Isabelle le disait, on est bien sur une réforme hein, qui a eu lieu récemment et qui a donné la possibilité de pouvoir démissionner de son emploi pour pouvoir monter un projet de reconversion professionnelle, et cette nuance est vraiment importante, et pouvoir percevoir son allocation chômage. Il est vraiment important de faire les choses dans l'ordre. Je pense qu'Isabelle l'a dit, mais j'insiste là-dessus. Et dans les étapes par lesquelles il va falloir passer, il faudra avoir recours au conseil en évolution professionnelle. Je vous expliquerai sur la fin du webinaire comment vous prenez contact avec votre conseiller, etc. Mais avant toute chose, il faut passer par l'étape CEP, conseil en évolution professionnelle, qui va vérifier avec vous que votre dossier, potentiellement, pourra être présenté ensuite à Transition Pro, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Donc, dans les étapes, on commence par le CEP, on passe ensuite par l'étape CPIR. On a un schéma juste après qui vous présentera bien toutes ces étapes. Si vous obtenez l'avis favorable sur votre projet, vous avez la possibilité de vous inscrire à Pôle emploi, mais ça ne garantit pas l'ouverture des droits, donc attention, hein, il faudra vraiment faire les choses dans l'ordre, mais votre CEP vous accompagnera dans ces étapes et ces démarches. Et au moment de votre accompagnement par le CEP, on va vérifier que le dispositif démissionnaire, c'est vraiment ça la solution. Comme on disait, on peut en arriver à ce stade-là où on se dit il faut que je quitte mon emploi à tout prix. Pour autant, le dispositif démissionnaire n'est pas toujours la solution. Donc, comme le disait Isabelle, c'est une décision qui est lourde. Donc, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'autres dispositifs qui peuvent aussi correspondre à votre besoin et vraiment s'assurer que ce dispositif sera la solution pour vous et mettre tout en œuvre avec vous pour sécuriser votre suite de parcours. Donc, attention. Alice, oui. Juste une petite précision, c'est que là, on parle de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, CEPIR. Donc, pour que les choses soient bien claires, en fait, la CEPIR, c'est la commission de transition pro Nouvelle-Aquitaine. C'est la commission qui va statuer lorsque les demandes lui seront déposées sur ce fameux caractère réel et sérieux. Donc voilà, c'est pour que les choses soient bien plus claires pour tout le monde. Je pense qu'on le verra bien dans le schéma, tu sais, après, avec les étapes. Pour finir juste sur cette slide, mais merci Pascal. Pour rappel, hein, le dispositif démissionnaire, ce n'est pas un dispositif de financement. On est vraiment sûr, on demande l'autorisation de pouvoir démissionner, on fait vérifier à Transition Pro, la CPIR, que le dossier comporte bien un caractère réel et sérieux pour pouvoir ensuite demander à percevoir son allocation chômage durant la mise en œuvre de son projet. Mais il ne s'agit pas d'un dispositif de financement, comme Transition Pro peut proposer par ailleurs, et que vous pourrez découvrir à l'occasion du webinaire que nous animerons demain avec Pascal à 13h. Comment l'expliquer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez demander, si vous souhaitez passer par ce dispositif, le caractère réel et sérieux du projet qui sera jugé donc par Transition Pro. Pour pouvoir du coup monter cette demande-là, donc vous avez un visuel du formulaire qu'il faudra compléter avec votre CEP bien sûr. Vous pourrez vous rendre sur le site dont on a déjà parlé tout à l'heure, donc démissionreconversion.gouv.fr, où vous y trouverez énormément d'informations. Vous vérifierez bien sûr en amont que vous êtes bien éligible au dispositif au travers des critères qui ont déjà été évoqués auparavant, c'est-à-dire avoir bien 5 années d'activité professionnelle en continu. Il y a du grésillement, non? Ça va pour vous? Donc, vérifiez que vous êtes bien éligible au dispositif. Donc, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le sur reconversion.gouv.fr. Et alors, attention, vous verrez qu'il y a deux types de dossiers, puisque on a évoqué le fait que pour pouvoir démissionner, il faut qu'il y ait un projet de reconversion. Cette reconversion, elle va passer par deux étapes, soit une reprise de formation, soit une création ou reprise d'entreprise.
On sera forcément sur un des deux angles. Donc, attention à ne pas vous tromper. Alors, en sachant qu'il y a une petite subtilité, puisque sur la création reprise d'entreprise, vous avez la possibilité de passer par une case formation. Mais l'aboutissement, ça sera bien le projet de création de reprise d'entreprise. Donc, attention sur les deux types de dossiers que vous allez trouver, du coup, et les deux types de formulaires que vous trouverez. Donc, au niveau du schéma, on vous disait, il y a différentes étapes, on les rappelle bien ici. Avoir recours à votre conseiller en évolution professionnelle. Et attention, il ne faut pas démissionner avant d'avoir pris le rendez-vous avec le CEP. Donc, on essaie vraiment de sécuriser au maximum. D'abord, vous faites appel à votre CEP qui va vous accompagner dans les démarches et vous rappeler ce cadre, mais on ne démissionne pas avant. On vérifiera donc bien l'éligibilité, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en CDI, est-ce que vous avez bien l'activité professionnelle, est-ce que votre souhait va être bien dans les attendus du dossier que vous devrez monter. On vérifiera ça avec donc, le CEP et vous-même. Et puis, on vous accompagnera dans toutes les étapes. Pour pouvoir constituer votre dossier, qui sera ensuite transmis à Transition Pro, vous aurez donc le volet qu'on vous a montré derrière, le formulaire que vous allez co-rédiger, co-construire avec votre CEP. Le CEP ne fera pas tout à votre place. Par contre, il va vous aiguiller, il va vous interroger et il va vous amener à vous poser les bonnes questions pour garantir que ce dispositif, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, est bien celui qui est adapté dans votre situation. On sait que si dans votre projet, il y a l'idée de créer ou reprendre une entreprise, on va aller au-delà du formulaire puisque la CPIR va attendre, Transition Pro va attendre de vous des documents supplémentaires pour s'assurer que votre projet de création, il est viable. Donc, on vous accompagnera autour de l'étude de marché, du business plan, voilà, sur toutes les étapes classiques par lesquelles on peut passer lorsqu'on veut créer une entreprise. Si on est sur un projet de reconversion qui passe par de la formation, la deuxième option, on aura en tête que le financement de la formation sera à prendre en compte par votre statut demandeur d'emploi, puisque votre projet de formation, vous le mettrez en œuvre une fois que vous aurez obtenu le caractère réel et sérieux, que vous aurez démissionné et que vous vous inscrirez à Pôle emploi. Donc, au niveau du dispositif sur lequel il faudra vous positionner pour pouvoir financer votre formation, on l'examinera. Et bien sûr qu'on travaille en synergie avec nos collègues Transition Pro et Pôle emploi pour faire en sorte que le projet qui soit présenté soit bien ficelé. D'où la nécessité vraiment d'avoir recours aux conseillers en évolution professionnelle au tout démarrage de votre souhait de démissionner. Donc, on va vous accompagner dans le montage du dossier qui va ensuite partir à Transition Pro. Alors là, on vous a fait un petit schéma. Donc, vous devrez créer votre espace personnel en ligne. Je te laisse peut-être dire un mot là-dessus, Pascal, sur le dossier en lui-même. Tout est dématérialisé là aujourd'hui, la situation Covid encore plus. Donc, à chacun d'aller créer son espace sur notre site. Alors sur l'espace Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, si les gens sont de Nouvelle-Aquitaine, mais d'autres Transitions Pro, puisqu'il y en a 18 sur le territoire. Donc voilà, de créer son espace et après suivre tranquillement le petit mode d'emploi. Mais il y a des tutos qui aujourd'hui expliquent bien les choses. Mais bon, il y a un certain formalisme et une certaine rigueur à avoir, puisque s'il manque certains éléments, c'est vrai que le dossier pourrait ne pas être jugé recevable. Donc, mais bon, comme en amont, il y aura l'accompagnement du conseiller en évolution professionnelle et que comme il y aura une construction, donc là, tout va se passer pour le mieux. Au niveau des délais, lorsque le dossier est déposé, la Transition Pro a 2 mois maximum pour vous donner son retour. Donc, le dossier est présenté en commission. Je te laisse peut-être compléter là-dessus, Pascal. Oui, puisque c'est le rôle qui a été donné par la loi, donc aux transitions pro, aux commissions paritaires. Donc voilà, c'est pas un simple formalisme. Là, il va y avoir vraiment une appréciation, et ça, on va en parler. Ah, purée. Ah mince, on a perdu Pascal, je crois. Ouais, Isabelle, vous êtes toujours là, c'est bon? Je suis là.
Ok, alors on va continuer. Je pense que Pascal a dû avoir un problème de connexion, il est figé. Donc on va poursuivre. Donc effectivement, le dossier sera présenté en commission sous 2 mois. Si jamais le caractère réel et sérieux n'était pas attesté au moment de ce passage en commission, il y a possibilité de demander un recours, donc de représenter son dossier dans un délai de 2 mois après la réponse de la commission. Pascal, tu es revenu. On t'avait perdu. Je ne sais pas s'il m'entend. Alors, je continue. Ensuite, pourra survenir la démission. Donc, vraiment, on met beaucoup de précautions pour pas que vous fassiez les choses dans le désordre, parce que si jamais vous ne faites pas les choses dans l'ordre, votre dossier, il ne sera pas recevable. Donc, une fois que vous avez reçu l'appréciation de la commission, vous pourrez démissionner. Donc là, vous aurez probablement un préavis à respecter, de 1 à 3 mois selon les contrats de travail. Et vous aurez 6 mois à partir du moment où vous aurez reçu la réponse de Transition Pro pour vous inscrire à Pôle emploi. Et Pôle emploi s'assurera ensuite que vous mettez bien en œuvre vos démarches telles que c'était prévu au moment où vous avez présenté votre dossier à la CPIR. Isabelle, je ne sais pas si vous voulez préciser quelque chose sur ce point. Oui, je donnerai des précisions, mais un petit peu plus tard. Allez, ça marche. Alors, je ne sais pas si Pascal est revenu et si ça fonctionne. Oui, ça y est, je suis revenu. Et donc, je te laisse parler du coup de l'appréciation du caractère réel et sérieux dans le cas des dossiers qui te sont présentés à Transition Pro. Bon, désolé, j'ai eu un petit problème technique. Ça arrive. Ah, Pascal, on ne t'entend pas. Pascal. J'ai plus d'image. Bon, l'image, c'est pas très grave si toi tu vois. En aveugle, ça va. Donc, on va le décliner d'abord selon le projet de reconversion formation avant d'aborder celui de projet reconversion, création, reprise d'entreprise. Donc cette commission, qui est une commission paritaire, c'est-à-dire qu'en son sein, il y a des représentants des entreprises et il y a des représentants des salariés du secteur privé. Donc c'est une dizaine, c'est 10 personnes. Ces personnes ont une connaissance très précise de leur territoire, des métiers, des formations, des entreprises. Donc, cette commission va apprécier le caractère réel et sérieux du projet reconversion formation au travers de critères cohérence, pertinence, et avec 4 niveaux d'analyse. Donc, un niveau d'analyse autour du projet en lui-même, un niveau d'analyse autour du métier envisagé, un niveau d'analyse au niveau des modalités de mise en œuvre du parcours de formation sur le plan financier et sur les perspectives d'emploi. Donc, ce n'est pas, bien sûr, un critère ou un niveau d'analyse, c'est vraiment l'ensemble de ces niveaux d'analyse qui vont permettre à la commission d'en apprécier ce caractère réel et sérieux. Plus concrètement, donc, sur le projet de reconversion, c'est-à-dire que ce que la commission va essayer d'apprécier, c'est vraiment la volonté réelle de la personne de changer de secteur d'activité. Alors, vous allez me dire, c'est ce qu'on appelle la motivation. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que la motivation ? Plus qu'encore, ça serait sûrement la détermination que la personne met en œuvre pour montrer qu'il y a vraiment sa volonté de changement. On peut toujours dire qu'on veut faire du sport. Si on se contente de faire que ça sur un canapé, ce n'est pas très sportif. Par contre, si on commence à se lever à 6 heures du matin pour aller s'entraîner ou s'inscrire dans une salle de sport et faire de la compétition, là, c'est quand même, ça démontre un autre niveau de détermination. Donc c'est cette volonté que la commission va apprécier. Et comment apprécier une détermination si ce n'est au travers des actions que la personne a pu mettre en œuvre préalablement. Et donc, d'où l'importance de l'accompagnement du conseiller en évolution professionnelle, puisqu'il va y avoir toute cette phase de co-construction en amont qui va permettre justement de voir entre le CEP et la personne, voir quelles sont les démarches à mettre en œuvre, les enquêtes métiers, les recherches documentaires, etc. etc. Au niveau de ce niveau aussi, la commission apprécie
l'impact sur la situation personnelle de la personne. Nous, on a une coutume de dire qu'on va essayer d'apprécier, de voir que la personne a minimisé ses risques pour maximiser ses chances. Une personne qui dit je veux avoir un meilleur équilibre de vie professionnelle et personnelle. Je crois que d'ailleurs vous avez fait une enquête au niveau du consortium là, des CEP qui dit que c'est un des critères importants aujourd'hui qui amène les gens à changer, cette volonté de meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Mais si on va vers un métier qui a lui-même des exigences en termes d'heures décalées, qui vont faire que la personne va être moins disponible dans sa sphère familiale, ce que la personne attend et le choix qu'elle est en train de faire. La commission va apprécier les conséquences de ce choix sur sa situation personnelle, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan de la sphère sociale et familiale. Donc, le deuxième niveau d'analyse, c'est les caractéristiques du métier souhaité. On est clair là-dessus. La finalité d'un projet de reconversion, ce n'est pas une formation. Le projet de reconversion, s'il doit passer par une étape de formation, c'est dans le but d'accéder à un métier, c'est-à-dire qu'il y a un objectif professionnel. Et donc, s'il y a une volonté de passer d'une situation A à une situation B, c'est que si on sait pourquoi on quitte la situation A, c'est qu'on sait aussi ce qu'on va trouver en situation B. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une maturation de ce choix, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une analyse du métier. C'est-à-dire qu'on est capable, la personne est capable d'en faire une description assez fine des activités et des conditions de travail. Donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un métier, ce n'est pas un groupe de métiers. C'est vrai que certaines personnes vont dire ça me permettra de faire ce métier et ce métier et ce métier. Non, c'est quel métier est identifié. Ce n'est pas un groupe de métiers. Ce n'est pas les éléments généraux d'un secteur d'activité. L'informatique, ça recrute et c'est voilà, c'est bien, c'est technique, etc. C'est à la mode. Non. Ce sont tous ces éléments qui vont être appréciés et tous les éléments qui seraient en contradiction avec notamment des documents de référence que sont par exemple le ROM qui précise bien ce qu'est un métier. Et donc, s'il n'y a pas adéquation entre la cible professionnelle et ce que la personne est en train de raconter du métier qu'elle veut faire, eh bien, c'est vrai que ça ne rassure pas. Et là, à ce moment-là, la commission pourrait rejeter le choix qui est fait par la personne. Au niveau de la formation, là encore, on a dit tout à l'heure que la détermination se démontrait au travers des actions qui sont menées par la personne. C'est quelle est l'étude de l'offre de formation que la personne a pu mener. On sait aujourd'hui, si vous allez sur moncompteformation.gouv.fr par exemple, on a accès à toute l'offre de formation qui peut exister sur un territoire et même au-delà. Pourquoi une personne choisit tel cursus? Elle dit qu'elle veut quitter sa situation A pour aller vers une situation B, objectif professionnel, mais pourquoi elle a choisi ce cursus, ce parcours, cet organisme de formation? Est-ce que c'est parce qu'il y a des conditions de formation particulières, parce qu'il y a eu un programme qui est peut-être plus spécifique, parce que c'est une certification qui a peut-être qui est reconnue plus par les professionnels ou pas. C'est tout un faisceau d'indices qui doit permettre à la commission de se dire que le choix du cursus est pensé et réfléchi et que cette personne en a les prérequis, bien sûr, et que le positionnement, c'est-à-dire l'entrée en formation, lui est possible. Et donc, s'il n'y a pas ces indicateurs qui précisent le pourquoi du cursus,
Si aussi le coût paraît peut-être onéreux, notamment par rapport aux modalités de prise en charge dans le cadre des dispositifs demandeurs d'emploi, puisque on a bien compris que nous ne finançons pas dans le cadre de ce dispositif ni rémunération ni coût pédagogique, mais que ça sera à la personne de trouver les modalités de la prise en charge du coût pédagogique. Donc s'il y a un coût qui est trop onéreux, est-ce que la personne est prête à faire elle-même cet investissement, cet autofinancement qui lui sera imposé parce qu'il a choisi ce cursus. Et le dernier niveau d'analyse, c'est les perspectives d'emploi. La loi est claire là-dessus, c'est bien en vue d'un objectif professionnel. L'idée, c'est pas de démissionner pour aller être demandeur d'emploi et rester au chômage. Le but, c'est vraiment de pouvoir démissionner et faire sa formation, mais qu'à la sortie du cursus, il y ait une réelle opportunité d'insertion, donc d'employabilité. Et donc, quels sont les éléments que le demandeur a pu recueillir au travers justement de son étude du marché de l'emploi en termes de combien il y a d'offres, mais surtout combien il y a de demandes, parce que avoir beaucoup d'offres, c'est une chose, mais si de notre côté, il y a beaucoup de candidats, la probabilité n'est pas non plus assurée. Donc, voir aussi quel type de contrats sont proposés. On sait qu'il y a certains emplois qui ont la caractéristique d'être plutôt saisonniers, plutôt CDD, intérimaires ou autres. Certains emplois aussi nécessitent une mobilité géographique. Donc, est-ce que donc la personne a pris en compte tous ces éléments des caractéristiques du marché de l'emploi et est-ce qu'il a pu fournir justement une analyse à la commission pour apprécier cela? Donc, s'il y a incertitude, si les métiers sont peut-être trop spécifiques et les offres peu nombreuses, si l'emploi est hors zone de recherche d'emploi de la personne, si elle dit que la personne, je veux rester en Nouvelle-Aquitaine, et que en fait le marché de l'emploi il est plutôt sur l'Île-de-France, là c'est en contradiction. La commission, elle, ne sera pas rassurée et donc ne donnera pas forcément le caractère réel et sérieux sur le projet de reconversion en formation qui lui est proposé. Voilà. Donc, c'est 4 niveaux d'analyse qui vont permettre à la commission d'apprécier le caractère réel et sérieux du projet qui va lui être soumis. Voilà, j'espère avoir été le plus clair sur cette question. Je vais passer peut-être donc à l'autre branche du dispositif. Je sais pas, je n'ai pas de retour image, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon, si c'est vous bon. me voyez bien. Je suis Alice, sur. je t'entends Ouais, pas. c'est bon. Ah. Bon, je continue alors. Faites-moi un signe. Alors, sur l'appréciation du caractère réel et sérieux dans le cadre d'un projet de création reprise d'entreprise. Donc, là encore, c'est toujours ces mêmes critères, cohérence, pertinence, mais en soi, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois. Donc, comment sont appréciés ces critères? Là encore, donc là, ça va être sur 3 niveaux d'analyse. Les caractéristiques du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre, les besoins de financement et ressources nécessaires pour l'entreprise à créer ou à reprendre, et les moyens techniques associés à cette reprise et création d'entreprise. Caractéristiques et perspectives d'activité du marché. La commission va apprécier la faisabilité commerciale de ce projet de création ou reprise d'entreprise. C'est-à-dire, c'est toute l'étude, alors là, de la demande et de l'offre, mais là, de la demande client et de l'offre concurrentielle,
pour savoir si cette projet peut garantir de la faisabilité commerciale, et si cette étude n'est pas fournie ou si cette étude est insuffisante, parce que trop générale. Encore une fois, de dire oui, l'informatique, il y a du travail dans l'informatique. Bon, oui, il y a du travail dans l'informatique, mais ça ne dit rien de la réalité du marché, parce que dans l'informatique, en fait, il y a plein de possibilités de développement d'activités, de création d'entreprises. Donc, quelles sont réellement donc les caractéristiques de ce marché, et si commercialement c'est faisable qu'il y ait une entreprise de plus sur le marché. Le deuxième élément, ce sont sur les besoins de financement et les ressources financières. C'est de pouvoir apprécier, là, c'est plutôt le côté, la viabilité économique. C'est pour ça qu'un plan de financement sur 3 ans est à transmettre. C'est en fait pour savoir si entre l'actif et le passif, entre les recettes et les dépenses, en clair, est-ce qu'on peut en vivre? Notamment si la personne dit je démissionne parce que justement j'ai le sentiment de ne pas être payé à ma juste valeur et que je veux accéder à un meilleur niveau de rémunération. Je crois que dans l'enquête que vous avez menée, je crois que c'est le premier critère aujourd'hui qui amène des gens à envisager la transition professionnelle. Ça veut dire que à un moment, donc dans le cadre entre le chiffre d'affaires et le résultat, il y a de quoi pour dégager un revenu qui soit supérieur, en tout cas qui corresponde aux attendus de la personne, en y mettant toutes les charges. Il ne faut pas oublier qu'une personne qui change d'un statut salarié à un statut d'entrepreneur, il y a d'autres charges, la protection sociale, l'assurance, etc. Ce sont des charges qui viennent se greffer, qui sont prises en charge dans le cadre habituellement en tant que salarié dans le cadre des charges dites salariales ou patronales, mais là, c'est la personne qui va devoir les assumer, ces charges. Alors c'est vrai que ce dispositif a la caractéristique que pendant le temps, on va dire, de développement de cette entreprise, la personne va pouvoir bénéficier de l'allocation retour à l'emploi, ce qui va lui permettre d'avoir déjà comment dirais, cette petite sécurité financière, mais cette sécurité financière, elle ne dure qu'un temps, en règle générale 2 ans, pour les moins de 55 ans. Mais je veux dire, donc c'est cet élément de viabilité, ce niveau d'analyse que la commission va avoir pour justement ce que je disais tout à l'heure, c'est essayer de minimiser les risques. En tout cas, si l'étude financière est peu probante, la commission ne sera pas forcément convaincue de ce projet de création ou reprise d'entreprise. Le dernier élément, ce sont les moyens techniques et humains. Créer une entreprise demande souvent l'investissement en matériel. Est-ce que donc tous les éléments qui permettent justement, tous les moyens utiles en équipement, en matériel nécessaires au fonctionnement de l'entreprise ont-ils été bien pensés, bien réfléchis, bien définis, et combien ça va coûter, mais est-ce que déjà la personne a pu déjà se doter de ces outils? Beaucoup de gens nous disent j'ai déjà un local, ou j'ai déjà le matériel pour, ou alors de toute façon je n'ai pas besoin de beaucoup de matériel, un simple ordinateur suffit, une connexion Internet. Donc essayer que la personne montre qu'elle a bien aussi envisagé son projet sur ce plan technique, humain et matériel. Donc l'idée, encore une fois, pour résumer, ce qu'attend la commission, c'est en fait que tout ce que les personnes ont un peu dans la tête, tout ce que les personnes ont pu faire derrière le rideau, notamment dans le cadre de l'accompagnement avec le CEP, il faut qu'ils rendent visibles tous ces éléments.
tous ces éléments qui vont expliciter, qui vont argumenter et surtout qui vont rassurer la commission et ainsi de démontrer de leur réelle volonté, soit de formation, enfin de reconversion vers tel ou tel métier via la formation ou une réelle volonté de création d'entreprise, et que ces personnes-là donc ont la détermination et qu'ils en ont bien envisagé les impacts, les enjeux, les conséquences sur leur situation de demandeur. C'est quelque chose qui n'est pas facile, tout ça, et je crois que la loi a bien fait d'imposer en première étape la rencontre et l'accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle, parce que ça permet vraiment à la personne d'être accompagnée et avec ce professionnel. C'est gratuit, c'est confidentiel, et de s'en passer serait sûrement préjudiciable. Voilà. Merci Pascal. On a une question, je pense que c'est pas mal de la traiter. Tu m'entends ou pas? Ah là, ça va être compliqué. Bon, alors, je vais essayer d'y répondre. Il y a possibilité, si le projet nécessite une reconversion, formation, puis création. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 2 possibilités, soit création, soit formation. Et dans le cas où il y aurait nécessité de suivre une formation, mais préalable, quelque chose de réglementaire qui soit nécessaire pour pouvoir créer l'entreprise, c'est tout à fait possible. Et donc, c'est une des modalités que vous pouvez saisir au moment où vous montez votre dossier. On sera quand même bien dans le cadre de la création, puisque l'objectif, ça sera la création, mais c'est tout à fait possible de monter un dossier avec une étape formation sur un dossier au final de création. J'espère que ça répond à votre question, vous qui l'aviez posée dans le chat. Pascal, t'es revenu, c'est bon? On t'entend pas, t'as coupé ton micro. Ok, alors Ouais, je repasse par l'ordinateur. Non. Ok. Isabelle, je vous redonne la main pour le suivi de la mise en œuvre du projet. Donc, écoutez, on en est où? On en est au fait que vous avez enfin obtenu, suite à votre accompagnement et à ce dossier, l'attestation du caractère réel et sérieux de votre projet, qu'on va appeler dans notre jargon un projet de reconversion professionnelle. Vous avez donc 6 mois à partir de la date où cette attestation vous a été délivrée pour bien sûr mettre en place votre démission et vous inscrire à Pôle emploi. Pôle emploi va vous inscrire et vous indemniser dans les conditions de droit commun. C'est-à-dire que vous n'allez pas être indemnisé avec un montant spécifique. C'est le même montant que pour, par exemple, les personnes licenciées et la même durée. Si vous voulez en avoir une approche plus précise, il y a un simulateur qui est disponible sur l'espace candidat du site pôle emploi.fr. Donc, vous aurez une idée du montant et de la durée de votre allocation. Par contre, ce qui est différent d'un demandeur d'emploi lambda, c'est que vous avez pris un engagement. Et votre engagement, c'est d'œuvrer à la réalisation de ce projet. Ça veut dire qu'en vous inscrivant comme demandeur d'emploi, on ne va pas attendre de vous que vous recherchiez un emploi. Vous n'êtes pas dans les conditions où s'applique, par exemple, l'offre raisonnable d'emploi. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas de rechercher un emploi, c'est de mettre en place ce projet de reconversion professionnelle. Et bien sûr, pour la mise en place de ce projet, vous allez pouvoir bénéficier de tout l'appui de l'offre de services de Pôle emploi. Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec votre conseiller et voir avec lui, par exemple, si vous êtes dans une démarche de création d'entreprise, peut-être à bénéficier d'une aide qui s'appelle l'ARS, qui vous permet d'avoir un capital pour démarrer votre entreprise. Si vous êtes à la recherche d'une formation, vous avez un projet de formation, vous allez prendre un rendez-vous avec votre conseiller et Pôle emploi va regarder avec vous la mise en œuvre effective de ce projet de formation. Par rapport à la question qui est posée par Laetitia, qui est du coup, est-ce que Pôle emploi va accepter de financer la formation? Ce qui est certain, c'est que Pôle emploi ne va pas remettre en cause le caractère réel et sérieux de votre projet de formation. Vous avez eu un CEP, vous avez validé, et donc on ne va pas remettre en cause cette validation. Donc on va regarder avec vous comment financer cette formation, mais là, il n'y a pas de dispositif particulier, il n'y a pas de montant ou de ligne budgétaire particulière. Donc on va regarder avec vous dans le cadre des aides qui existent aujourd'hui. Il y a votre compte personnel de formation, bien sûr. Il y a toutes les formations qui sont achetées et disponibles
par les financeurs de formation comme le conseil régional. Il y a également des aides spécifiques si vous êtes jeune, si vous êtes sans qualification, si vous avez un handicap. Donc, on va regarder dans tout l'éventail des aides à la formation qui existent. Sachez que ces aides aujourd'hui, elles nous permettent quand même de répondre à plusieurs situations. Pour autant, elles ne nous permettent pas de répondre à des projets très onéreux, des projets qui dépasseraient 6 000 – 7 000 euros. On commence à être un petit peu à la limite de ce que Pôle emploi peut prendre en charge. Donc, attendez-vous, si votre projet est particulièrement onéreux, à devoir en prendre une partie sur votre financement personnel. Sauf si on est dans le cadre d'un contrat en alternance. Donc ça, on regardera toutes ces questions-là avec vous. Et vous avez 6 mois pour mettre en place ce projet. Si le projet n'est pas mis en place au bout de 6 mois, je dirais pas de panique, mais vous avez pris un engagement, c'est quand même de mettre en place toutes les étapes de réalisation de ce projet. Donc, on ira contrôler, Pôle emploi ira contrôler 6 mois après où vous en êtes de la réalisation de ce projet. Si le projet n'est pas mis en œuvre, concrètement, votre entreprise n'est pas créée, quel que soit son statut, vous n'êtes pas rentré en formation, Pôle emploi va vous demander un peu où vous en êtes de votre projet. Donc, vous pourrez être amené à remplir un questionnaire, voire avoir un entretien avec un conseiller qui s'occupe du contrôle de la recherche d'emploi et qui où vous en êtes de votre projet. Là encore, s'il vous est arrivé un gros pépin de la vie, voilà, vous avez eu une maladie grave, vous avez eu une épidémie, par exemple, au hasard, qui vous a empêché d'avancer dans votre projet, bien sûr, Pôle emploi en tiendra compte. Si vous avez été dans une toute autre situation, vous avez abandonné votre projet, mais vous ne l'avez pas signalé, Pôle emploi pourrait, je dis, remettre en cause l'allocation qui vous a été versée et prononcer une sanction à votre encontre qui pourrait être une radiation de 4 mois avec une suppression de 4 mois de vos allocations. Donc, vous voyez que cet engagement, il est fort. Quand vous vous inscrivez, la contrepartie de cette allocation chômage qui vous est versée, c'est bien que vous œuvriez à la réalisation de ce projet et pas à une toute autre direction. Donc, vous allez devoir bien réfléchir et ensuite être dans une dynamique de mise en œuvre de ce projet. Isabelle, il y a une question. Est-ce que le capital de l'ARS est déduit de l'allocation Pôle emploi ou est-ce que c'est complémentaire? Il est déduit. En fait, vous pouvez alors, vous avez forcément 5 ans d'activité. Donc, quand vous vous inscrivez au chômage, en principe, vous êtes sur le maximum de durée qu'on peut vous verser, c'est-à-dire 2 ans pour les personnes de moins de 53 ans et 3 ans pour les personnes de plus de 55 ans. Donc, tout ça correspond à un certain capital. Le capital, c'est le montant de votre allocation et le nombre de jours au maximum qu'on pourrait vous verser. Et donc, l'ARS, ça va être le versement d'une petite moitié, on est sur 45%, de ce capital de vos allocations chômage. On va vous en verser une partie dès le démarrage de votre activité pour vous aider à démarrer votre activité d'entreprise. Et bien sûr, c'est pris sur votre capital d'allocation. Parfait, merci. On va terminer sur la présentation du conseil en évolution professionnelle et je pense que ça répondra à la question qui a été posée dans le chat. Donc, qu'est-ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle? C'est un service gratuit qui existe depuis 2015 et qui a été revisité à la dernière réforme de 2018. C'est un service, donc un processus d'appui à tout salarié indépendant, mais en fait à tout actif, pour faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant à l'évolution professionnelle. En fait, à tout moment de sa carrière, si on s'interroge sur ce qu'on veut faire le point, être accompagné dans ce cadre-là, mais pas de souci, vous pouvez avoir recours au CEP, au Conseil en évolution professionnelle. C'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel et neutre, Pascal l'a dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler, qui est accessible à tous et qui est impartial. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout actif, c'est-à-dire qu'il y a des opérateurs pour les salariés du secteur privé, les indépendants
et aujourd'hui sont majoritairement portés par les CIBC. Mais l'APEC va aussi accompagner dans le cadre du CEP les cadres en activité ou en recherche d'emploi. Pôle emploi va accompagner les demandeurs d'emploi dans le cadre du CEP. La mission locale, les missions locales vont accompagner les jeunes de moins de 26 ans et le Cap emploi va accompagner les personnes en situation de handicap, demandeurs d'emploi ou salariés. En tout cas, avoir en tête que le CEP, aujourd'hui, c'est un service qui existe et qui est destiné à tous les actifs qui souhaitent à un moment donné être accompagnés dans le cadre de leur projet professionnel. Il se divise en 3 niveaux. Un premier niveau qui va être un aiguillage, donc c'est le moment où vous allez prendre le rendez-vous. Où donc voilà, un premier niveau d'info va vous être délivré et puis on va vous proposer un rendez-vous, soit proche de votre domicile, soit proche de votre lieu de travail pour ce qui concerne les actifs occupés, les salariés, les indépendants. Vous aurez ensuite un premier niveau de conseil dans le cadre d'un entretien qui va durer 1h30. Ce premier rendez-vous sera donné dans les 10 jours, entre le moment où vous allez prendre contact pour l'aiguillage, pour le premier niveau d'info, et le premier rendez-vous, il y aura 10 jours. Je sais qu'une question a été posée, à savoir le délai entre le CEP et le passage en commission. Alors déjà, dans le déroulé, lorsque vous prenez contact sur notre plateforme, vous allez avoir un rendez-vous sous 10 jours. Pour un premier niveau d'info, donc analyse partagée de situation, on va faire un diagnostic de votre situation et puis on va voir ensemble si ce premier niveau vous suffit ou s'il faut aller un petit peu plus loin dans le cadre personnalisé, où là on sera sur un appui à la formalisation du projet, voire un appui à la mise en œuvre. L'accompagnement pourra durer jusqu'à 18 mois au besoin en fonction de votre situation. Pour nous contacter, c'est très simple, il y a un numéro qui est gratuit. Le 09 72 01 02 03, donc avec une plateforme téléphonique qui va pouvoir vous proposer ce fameux rendez-vous sous 10 jours. À savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a 110 lieux d'accueil sur une région qui est assez importante. Donc, dans toutes les régions, il y a un maillage territorial qui est assez fort et l'objectif, c'est de pouvoir répondre au mieux à votre besoin. Le rendez-vous qui sera proposé le sera soit en distanciel si c'est votre souhait parce que c'est plus pratique pour vous, soit en présentiel. Et donc, vous aurez accès à ce premier rendez-vous où on fera un diagnostic. Vous pouvez aussi passer par notre site internet mon-cep.org, et ce qui vous permettra d'avoir de la visibilité en fonction des régions dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui et pour pouvoir prendre votre premier rendez-vous. Voilà pour le CEP. Donc, ayez ce réflexe-là. Le CEP, ça peut vous aider sur le dispositif démissionnaire qu'on vous a présenté aujourd'hui, pour un projet de création, pour simplement besoin de faire le point, besoin d'échanger sur votre projet professionnel de manière très large. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ça doit devenir un vrai réflexe. Alice, Merci de votre attention. Oui, Isabelle. Il y a des questions. Une précision quand même, on ne l'a peut-être pas dit, c'est aussi bien le CEP que le dispositif démissionnaire, malheureusement, ne concerne pas encore les personnes de statut public. On peut quand même préciser ça. Oui, c'est vrai. Les agents publics ne peuvent pas être accompagnés dans le cadre du CEP et on l'a dit, pour le démissionnaire, il faut être en CDI sur un contrat avoir enchaîné des contrats de droit privé, mais c'est vrai que malheureusement, les agents publics sont un peu exclus de tous ces dispositifs encore pour l'instant. Alors, au niveau des questions, si je reviens en arrière, est-ce qu'on recrute des CEP? Mais tout à fait. Alors, il y a des critères, hein, donc voilà, n'hésitez pas à rester en veille sur les offres. Voilà, on a des critères, bien sûr, pour pouvoir recruter des CEP. On doit faire valider des CV, il y a un critère d'ancienneté, un critère de diplôme. Mais effectivement, on est amené à recruter des CEP, d'autant que on pense que dans le contexte dans lequel on se trouve, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir besoin d'être accompagnées. La crise sanitaire est forte, elle impacte l'économique. Donc voilà, on espère bien avoir besoin de renforcer nos équipes. Et c'est valable pour Pôle emploi aussi d'ailleurs, hein, qui a recruté pas mal ces derniers temps. Mais effectivement, on a besoin de personnes pour accompagner toutes les personnes qu'on aurait besoin. Est-ce que le CIBC accompagne aussi les cadres ou faut-il obligatoirement passer par l'APEC? Alors, pour cette question, en théorie, on va vous flécher l'APEC pour le public cadre, mais pas nécessairement. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, c'est toujours le bénéficiaire qui choisit. C'est lui qui va choisir son opérateur, c'est lui qui va choisir d'être suivi en distanciel, en présentiel. Voilà, nous, on s'adapte, mais prioritairement, on va flécher vers l'APEC, qui a une offre de service vraiment dédiée aux cadres et qui est le mieux positionné pour accompagner les cadres. Celle-ci sera plutôt pour toi, Pascal, je pense. Que se passe-t-il si la CEPIR donne un avis favorable et que Pôle emploi... Ah non, c'est une question globale. C'est plutôt Pôle emploi. Oui, que Pôle emploi ne reconnaît pas le projet et refuse de verser l'allocation chômage.
À ce moment-là, la personne a déjà démissionné, se retrouve sans ressources financières. C'est une situation qui ne peut pas se produire parce que Pôle emploi n'a pas le droit de remettre en cause l'avis de transition pro. Donc, si la personne se présente avec son attestation, Pôle emploi ne remettra pas en cause le projet qui a été validé par la commission. Juste une petite précision que j'ai pas indiquée tout à l'heure, c'est que donc ce dispositif c'est le décret de novembre 2019. Les premières demandes nous ont été posées en décembre dernier. Depuis cette période-là, nous avons examiné plus de 960 de projets de reconversion dans le cadre de ce dispositif des missionnaires, et je peux dire que 100% des demandes ont été acceptées. Alors, pas forcément à la première lecture, puisque l'intérêt, c'est aussi de permettre aux gens de représenter leurs demandes avec d'autres éclairages et d'autres éléments, et qu'après ce travail de complétude de leur demande, on peut dire que l'ensemble aujourd'hui des dossiers des missionnaires qui nous ont été présentés ont été acceptés. Mais ce qui montre bien qu'il y a un grand engouement pour ce dispositif-là, parce que là, je parle bien sûr que de la Nouvelle-Aquitaine, et je pense que c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres régions. L'enquête encore que vous avez faite là montre que 50% des actifs sont susceptibles de transition professionnelle dans les 2 ans, en tout cas le souhaiteraient vivement. Donc je crois que ce dispositif va monter en puissance, comme on dit, et peut-être que oui, le nombre de CEP devra être augmenté. Tant mieux. On a une autre question. Donc, dans ce projet de reconversion création d'entreprise, que prend en charge exactement la transition pro? Si j'ai bien compris, le financement des allocations et la formation sont potentiellement prises en charge par Pôle emploi. Si Pôle emploi ne prend pas en charge le coût de la formation, est-ce que Transition Pro le fait? Alors, je l'ai bien dit tout à l'heure, nous ne finançons en rien, dans le cadre de ce dispositif, ni la rémunération, ni le coût pédagogique. C'est vrai que nous avons un autre dispositif qui s'appelle le dispositif PTP, Projet de transition professionnelle, qui est ce qu'on appelait autrefois le CIF, pour ceux qui l'ont bien connu. Donc, ça sera d'ailleurs l'objet du webinaire de demain, de présenter aussi cette modalité, ce droit à la formation pour les actifs occupés du secteur privé. Mais en l'occurrence, dans le cas du démissionnaire, c'est simplement un avis et qui fera l'objet d'une attestation. Et cette attestation sera à transmettre donc au service de Pôle emploi lors de l'inscription auprès de leur service. Mais effectivement, c'est un point important. Il y a certaines formations qui ne seront pas prises en charge par Pôle emploi. Ça peut être des formations très longues de plusieurs années. Ça peut être également des formations dans le domaine du bien-être, des soins à la personne, voilà, qui sont exclus de notre réglementation, et les formations par correspondance également. Voilà, c'est 3 exemples qui me viennent en tête. Mais il y a certains types de formations qui ne seront pas pris en charge ni par Pôle emploi et donc du coup ni également par Transition Pro. Merci. Il nous reste encore 2 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et autrement, je vais vous remercier Isabelle et Pascal pour votre intervention. J'espère que c'était clair pour les personnes qui y ont assisté et que ça a répondu un petit peu à leurs questions. Alors, la différence avec le bilan de compétences, alors j'ai vu qu'une réponse avait été faite par écrit, mais vous la reposez. Donc, le bilan de compétences, c'est un dispositif vraiment très cadré qui va durer entre 12 et 24 heures avec des étapes bien définies. Sur le CEP, sur le Conseil en évolution professionnelle, on va être sur une modalité beaucoup plus souple en fait. L'accompagnement va être très personnalisé en fonction de votre besoin, votre niveau d'autonomie. Et puis, le CEP est gratuit. Le bilan de compétences, lui, est payant. Alors, il peut être financé par le CPF, par exemple, par le plan de développement des compétences de votre entreprise. Enfin, voilà, il peut y avoir d'autres modalités. Mais la différence, elle va être là. Si vous démarrez un CEP et qu'on constate au moment du diagnostic qu'il faut aller sur une prestation plus approfondie pour pouvoir construire le projet, à ce moment-là, le CEP peut tout à fait vous orienter sur le bilan de compétences qui sera complémentaire.
et reprendre ensuite la main sur la mise en œuvre dans le cadre toujours du CEP. Donc, ce sont des prestations qui vont être complémentaires et qui, quand même, ont des modalités différentes. J'espère que cette réponse vous convient. Est-ce que le bilan de compétences favorise l'accord de la CEPIR? J'ai une réponse pour la CEPIR. Une démarche de bilan de compétences, ça procède à l'implication dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté que la personne met à construire, élaborer et définir sa transition professionnelle. Donc, tout ce qui va venir renforcer le projet, le plan d'action, le choix, je veux dire, tout ça va être des éléments dans la prise de décision. Je ne dis pas que c'est une obligation de faire un bilan de compétences avant d'envisager un projet de reconversion démissionnaire ou un PTP, mais c'est vrai qu'on se rend compte que les personnes qui ont pu faire cette démarche de bilan ou d'accompagnement CEP, je veux dire, sont plus forts dans la présentation de leur projet. Mais il y a des personnes qui également font tout ce travail d'enquête, de recherche, de confrontation, voilà, même de stage, des fois dans des structures, de façon tout à fait autonome. Et de toute façon, c'est bien l'esprit de la loi, c'est rendre les gens à la fois acteurs de leur transition, mais surtout auteurs de leur évolution professionnelle. Alors, il y a une question, le dispositif est disponible pour tout le monde, pour des personnes diplômées, non diplômées, pour des personnes qui veulent reprendre une formation équivalente au niveau Bac+2. Alors oui, le dispositif est disponible pour tout le monde, ça pas de souci. Après, par rapport au choix de la formation et au financement, là, j'avoue que je renvoie plutôt vers Isabelle. Je ne sais pas si vous avez un positionnement à donner de Pôle emploi par rapport à ça. Non, nous, on a des priorités, bien sûr, sur les publics qui sont les moins qualifiés, mais ça, ce sont des priorités politiques, gouvernementales, nationales. Après, quelqu'un qui a un niveau master, mais qui pour autant est sur un secteur bouché, peut tout à fait reprendre une formation au niveau Bac+2. Je dirais même, on a tous les jours des reconversions de diplômés de master sur des CAP, hein, et qui en sont parfaitement heureux. Et c'est pas du tout quelque chose que Pôle emploi va freiner, pas du tout. Parfait, merci. Bon, il est 10h03, on va libérer tout le monde. Merci à tous pour votre participation. Et puis encore un grand merci à Isabelle et Pascal pour ce beau webinaire. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.